désertification médicale, du côté de la médecine du travail aussi. À Bitche, la société Agestra ferme définitivement son centre médical de santé au travail. Les salariés du Beacherland devront désormais se rendre à Sarreguemines pour leur contrôle médical. Changement de propriétaire à Sarralbe, Ineos Polymère va vendre son parc immobilier à Auer Corporate. La société sarregueminoise d'investissement en immobilier va ensuite injecter 4,5 millions d'euros pour rénover les 33 habitations qui datent des années 1920. Quelles énergies renouvelables et à quel endroit? La municipalité de Saint-Jean-Rohrbach a organisé une réunion publique pour informer les habitants et déterminer des zones d'accélération et des zones d'exclusion. Pas d'éoliennes ici par exemple, mais du photovoltaïque et de l'agrivoltaïque en prévision. Dîner dans le noir au lycée Simon-Lazare, les convives et les élèves du lycée professionnel sarregueminois ont participé à une expérience sensorielle inédite dans l'établissement, une sensibilisation au handicap visuel qui a été au goût de tous. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, focus sur Mathieu Otto. Le chef cuisinier s'est confié face à la caméra. Il revient sur son parcours scolaire difficile, sa révélation en lycée professionnel, ses débuts en cuisine, son aventure du Bocuse d'Or et il dévoile ses projets à découvrir tout à l'heure. On commence par l'actu et une mauvaise nouvelle dans le pays de Bitche. C'en est fini de la médecine du travail à Bitche. Le centre médical de santé au travail, géré par la société Agestra, fermera définitivement ses portes le 29 février par manque de médecins. Les salariés du Beacherland devront désormais se rendre à Sarreguemines pour leur contrôle médical. Reportage d'Emilia Zell. Les cartons sont partout, le déménagement a bel et bien commencé. L'entreprise Agestra en charge de la médecine du travail sur le territoire de Sarreguemines et du Pays de Bitche a pris la décision de fermer définitivement le centre médical de santé au travail de Bitche. Alors la fermeture en fait s'explique tout simplement parce que nous avons un problème de démographie médicale. Que nous avons des problèmes pour l'organisation des visites principalement sur Bitche, parce que le médecin qui était sur Bitche, le Dr Vos Bucher, est à la fois et en même temps médecin sur le centre médical de Sarreguemines. Et lorsqu'il y a, je dirais, une absence d'un professionnel de santé, comme ça a été le cas dernièrement, il est toujours plus facile de mieux organiser les visites urgentes lorsque vous avez un regroupement de médecins, d'où la nécessité de tout regrouper sur le centre de Sarreguemines. Il sera officiellement fermé le 29 février 2024, même si depuis une semaine, il n'y a déjà plus de consultation. Les près de 3000 salariés suivis sont redirigés vers le centre de Sarreguemines. À Bitche, il y a 4 employés, une infirmière, un médecin, une secrétaire médicale et une femme de ménage. Pour l'infirmière, il y aura peu d'impact. Je vais faire la même chose que ce que je faisais jusqu'à présent, continuer à suivre la santé des salariés pendant les visites qui se feront du coup à Sarreguemines, plus à Bitche. Mais ça ne changera pas la qualité du travail. Et je continuerai aussi mes actions en entreprise dans le secteur de Bitche. Cette fermeture est une mauvaise nouvelle pour le maire. Moi, je les approuve. Nous, quand je dis nous, c'est aussi l'ensemble des agents de la collectivité. On désapprouve cette fermeture, puisque ça va à la fois désorganiser nos services, ça va aussi avoir un impact financier, puisqu'on va demander aujourd'hui aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés, d'envoyer leurs agents sur Sarreguemines, et c'est surtout la suppression d'un service de proximité qui est essentiel en matière de santé au travail. Pour faire face à la disparition de ce service de proximité, la mairie a proposé à Agestra d'organiser des permanences en mairie dans les locaux de la médecine scolaire. Changement de propriétaire à Sarralbe, l'usine Ineos Polymère de Sarralbe se sépare de son parc immobilier. Il s'agit de 33 vieux logements dont la moitié sont occupés par des locataires. La mairie a approché Auer Corporate pour investir dans ce quartier et le rénover. L'acte de vente sera signé prochainement. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est tout un quartier de Sarralbe qui sera rénové et remis aux normes. Les logements situés dans la rue Edgar Hulin et Édouard Anon vont changer de propriétaire. Les habitations datent des années 1920 et appartenaient à l'entreprise Solvay. Aujourd'hui, c'est Ineos Polymère qui possède le parc immobilier. Mais l'usine souhaite s'en séparer. Puis on s'est très vite rendu compte que les coûts nécessaires à la mise aux normes des réseaux, la mise aux normes de la voirie, de l'ensemble des maisons, était quelque chose qui n'était pas dans ce qu'on souhaitait faire. On a souhaité
se recentrer sur notre métier qui est la production de polymères. La municipalité s'est rapprochée d'Howard Corporate pour reprendre ce quartier. Ce seront donc plus de 4,5 millions d'euros qui seront investis dans 5000 m² de surface habitable. Un des bâtiments sera transformé en gîte à des fins touristiques. Il y a d'une part la sécurisation par rapport à l'usine de 2 maisons, par rapport à un plan de sécurité qui est mis en place, et la réflexion totale extérieure, intérieure de quasiment presque toutes les maisons. Souvent, on viendrait à démolir et à faire des bâtiments neufs. Non, à un moment donné, il y a beaucoup de bâtiments qui méritent effectivement d'avoir une seconde vie, tout simplement. Donc c'est une vraie passion que j'ai. Mon père l'avait déjà. Aujourd'hui, plus de la moitié des 33 logements sont occupés par des locataires. Le reste est vacant. Le but pour la ville de Sarralbe est de garder ce patrimoine. Ça permet de redynamiser tout un quartier. Ça, c'est le premier élément, donc d'apporter plus de population sur Sarralbe pour nos commerces, pour nos associations. Mais il y a aussi un lien, je pense, avec Holosolis, avec ce projet qui est à quelques minutes de Sarralbe. On parle quand même de 1500 emplois. Ça veut dire qu'il va falloir pouvoir loger des ingénieurs, des cadres, des employés, des ouvriers. L'acte de vente sera signé dans les prochains jours. La rénovation sera étalée sur 4 ans et les travaux commenceront courant septembre. Les logements vides seront priorisés. Howard Corporate fera une réunion avec les habitants du quartier pour pouvoir connaître leurs besoins lors de la rénovation. Quelle place pour les énergies renouvelables? Un des objectifs du gouvernement est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour ce faire, la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables donne la responsabilité aux communes de repérer des zones préférentielles pour des installations sur leur banc communal. À Saint-Jean-Rohrbach, une réunion publique s'est tenue au complexe sportif pour informer les habitants de la procédure et des zones potentielles. Thibaut Desmerlet y a assisté. Produire de l'énergie renouvelable décarbonée est devenu l'affaire de toutes les communes en France. Le village de Saint-Jean-Rohrbach va aussi potentiellement accueillir plusieurs installations. Une réunion publique a été organisée par la municipalité pour informer les habitants des détails sur la procédure des zones d'accélération et d'exclusion des énergies renouvelables. Les communes ont pour mission d'identifier des terrains qui seraient susceptibles d'accueillir ou non des sites de production. Lors d'un conseil municipal en décembre dernier, l'équipe a déjà exclu une partie des différentes énergies. Alors on a effectivement statué sur le fait qu'on ne voulait pas de méthanisation sur le banc, qu'on ne voulait pas d'éolien sur le banc, ensuite qu'on ne voulait pas de géothermie grande profondeur. Sur le banc communal, le solaire a été favorisé à travers les débats et différents projets. Il y aura tout ce qui est panneaux photovoltaïques au niveau des toitures, puisqu'un certain nombre de dossiers ont déjà été déposés, même 2 ou 3 ans précédemment. On verra éventuellement une zone de panneaux photovoltaïques au sol sur un domaine communal, un peu à l'écart du village. Un projet de ferme agrivoltaïque est aussi prévu entre le banc communal d'Ilsprich et celui de Saint-Jean-Rohrbach. C'est une centrale photovoltaïque installée sur une terre agricole de culture ou d'élevage. Mais quelques aménagements seront peut-être nécessaires. Et éventuellement une modification du PLU, puisqu'un certain nombre de gens, notamment au niveau des panneaux solaires au sol, photovoltaïques au sol, seront concernés, sont hors zone constructible. Le public est associé à la procédure et pourra faire parvenir ses remarques sur papier à la mairie ou sur le site internet de la commune jusqu'au 5 mars. Le conseil se réunira le 8 pour finaliser les propositions sur le banc communal de Saint-Jean-Rohrbach. Elles remonteront à la casque, puis à la préfecture. Le comité régional de l'énergie donnera son avis et pourra demander à modifier les propositions des communes si les objectifs ne sont pas atteints sur le département. Pour les zones d'accélération et les zones d'exclusion des énergies renouvelables, une concertation publique est en cours à Sarralbe. Le public peut formuler ses observations avant le 10 mars sur les zones proposées par la ville. Une concertation publique est aussi en cours à Rémolfin. À Villeurwald, une réunion publique de concertation aura lieu le 11 mars à 17h30 à la salle polyvalente. On a besoin de moins d'énergie quand on n'allume pas la lumière. Au lycée Simon-Lazare, une expérience a été menée, non pas pour faire des économies d'énergie, mais pour sensibiliser au handicap visuel. Hier, c'était une journée riche en émotions pour les élèves du lycée professionnel de Sarreguemines qui proposaient leurs clients 2 repas dans le noir. Mais attention, pas un simple Colin Maillard avec un bandeau sur les yeux, mais une expérience inédite pour les convives et les serveurs avec une salle entièrement plongée dans l'obscurité. Guillaume Dumonteil a savouré l'expérience. Pendant des semaines et des mois, ils ont préparé cet événement. Il a fallu calfeutrer la salle de restaurant
Masquer toutes les sources de lumière, intérieures et extérieures, le contour des portes, le dessous des portes, les trous de serrure, créer un sas pour permettre aux gens de passer du jour à la nuit et enlever tous les obstacles qui pourraient entraver les déplacements des personnes présentes pour cette expérience inédite. Pas de guéridon ni de table résiduelle, on va dire, qui empêcherait tout simplement le déplacement sans accident. Donc il y a possibilité de s'orienter par rapport au mur, au dossier de chaise ou éventuellement de l'autre côté l'alignement des radiateurs. Le jour J, hier, 2 repas dans le noir étaient proposés aux clients. 41 personnes s'étaient inscrites pour vivre cette expérience à midi et 43 au dîner. Avant de rentrer en file indienne dans la salle plongée dans l'obscurité, ils regardaient de jour une mise en place type pour repérer où étaient installés sur la table les couverts, les verres ou le pain. Elles prenaient connaissance des trucs et astuces qui leur permettraient de s'en sortir au moment du repas. Par exemple, un bouchon était collé sur la bouteille d'eau pétillante pour la différencier de celle contenant de l'eau plate. Une fois l'ensemble des informations communiquées, il était temps de se plonger dans l'obscurité pour déguster un menu gastronomique riche en surprises et en découvertes. On va pouvoir faire travailler les autres sens à défaut de la vue, quoi. Donc il y a le goût, il y a l'odeur. Le toucher aussi pour réussir à repérer les couverts, le pain, les verres, pour savoir aussi s'il restait encore quelque chose dans l'assiette. À la fin du repas, au moment du café, la lumière s'est rallumée, tout le monde était ravi, l'expérience était réussie. On servait les gens par rangée, donc il y avait la rangée 1, 2, 3 et 4. Et puis on se suivait à la file indienne pour se repérer un petit peu au niveau des gens qu'on avait déjà servis et ceux qui attendaient pour qu'ils aient à peu près tous les repas en même temps. J'étais beaucoup à l'écoute pour voir s'il y avait des clients qui m'appelaient ou autres. Après aussi, fallait toucher les chaises pour vérifier, pour pouvoir servir, pour toucher les personnes, pour leur demander, leur poser la main sur l'épaule, etc. Donc voilà, ça nous a beaucoup aidé, l'ouïe et le toucher. Cette expérience servira aux élèves dans l'exercice de leur métier lorsqu'ils seront confrontés à des personnes déficientes visuelles. Cet événement était réalisé en partenariat avec l'association Art de Vie, qui avait déjà par le passé organisé 4 autres repas dans le noir, dont 2 ouverts au public. Par contre, c'est la première fois qu'ils organisaient ce type d'événement dans un établissement scolaire. Une expérience inédite dont se souviendront longtemps les participants. 2 personnes malvoyantes qui participaient au repas, Anne-Claude Roche et Gérard Muller, ont pris part à une rencontre-débat avec des élèves du lycée Simon-Lazare. C'était l'occasion de leur présenter à quoi ressemble leur quotidien. Ils leur ont donné des conseils pour vivre en harmonie avec des personnes aveugles. Comme leur demander, avant de les aider, si elles ont besoin d'un coup de main. Un malvoyant qui s'arrête sur un trottoir n'a pas forcément envie de traverser la route. Par ailleurs, un aveugle qui fait la queue chez un boucher n'a aucun moyen de savoir que la file indienne avance si personne ne lui dit. Des comportements qui relèvent du bon sens mais auxquels on ne pense pas forcément. Les prévisions météo s'écoutent autant qu'elles se regardent. Voici ce qui est prévu pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on débutera la matinée de demain sous les averses, mais le ciel va se dégager dans le courant de l'après-midi. En soirée, le ciel sera couvert, mais la pluie aura cessé. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les modestes et il fera jour de 7h24 à 18h05. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Votre toit présente des signes de vieillissement ? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture
en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Bocuse d'Or France, Mathieu Otto a aussi participé au Bocuse d'Or Europe et au Bocuse d'Or Monde. Mais avant d'en arriver là, connaissez-vous le parcours de ce grand cuisinier ? Eh bien, il va vous le raconter lui-même. Je vous laisse en sa compagnie. Il est interviewé par Elisa Wittich. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Entre nous. Vous connaissez le concept, on invite chaque semaine des profils très différents pour qu'ils nous parlent de leur vie, de leurs témoignages. Et on démarre tout de suite cette émission avec Mathieu Otto. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien? On est bien installé? On a un petit verre d'eau? Parfait. Tout va bien. Merci d'être avec nous. Mathieu Otto. Après quelques déboires, on va pouvoir donner quelques lignes sur, sur vous. Donc, vous êtes né à Forbach en 85, vous avez grandi à Alstin et vous êtes né juste avant les débuts du slow food. Donc, vous connaissez ce mouvement autour du culinaire monté par Carlo Petrini en réaction à l'émergence du monde de la consommation de type restauration rapide. Et ce dicton du slow food, c'est bon, propre et juste. Je crois que c'est un mantra qui vous a suivi quelques années. Bien sûr, on vous connaît en tant que chef et d'ailleurs, vous êtes dans l'habit adéquat. Et on va démarrer tout de suite par votre parcours. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on dit de vous que vous êtes un acharné du travail, mais pourtant, le milieu scolaire n'a pas toujours été quelque chose de simple pour vous. Quel genre d'élève étiez-vous plus jeune? Je pense que le problème, c'est... je ne sais pas si j'étais vraiment fait pour l'école ou pas, ou est-ce que c'est la façon d'éducation de l'école en général qui n'était pas adaptée à mon comportement. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est vrai que j'aimais pas ça jusqu'à ce que j'arrive au lycée, où là, voilà, j'ai commencé à découvrir autre chose, une autre façon de faire, et d'autres cours, tout simplement, qui ont su vraiment m'attirer. Est-ce qu'il y a un moment où vos parents se sont dit « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Mathieu ?» On a du mal à le raccrocher un peu au système scolaire traditionnel. Alors, je pense que oui, mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas vraiment... parce que c'est normal que les parents se posent ces questions. Quand à l'école, il n'y a pas forcément les notes qui vont avec. Et pourtant, c'est quand on voit... je suis quand même assez débrouillard. Dans la vie en général, je me débrouillais plutôt pas trop mal, je pense. C'est il y a quand même quelques années maintenant. Mais on est arrivé à un stade où c'est les profs. À un moment donné, ils disent toujours oui, parce que pendant longtemps, oui, Mathieu fasse ci, Mathieu fasse ça. J'ai des profs qui ont dit des choses qui étaient vraiment pas cool à entendre, jusqu'au jour où on a découvert que tout simplement, c'est pas ce que je voulais faire, être assis à écouter. La concentration, c'était pas mon truc, quoi. Alors pourquoi vous vous dirigez vers la cuisine? Donc vous rentrez à Simon-Lazare en lycée professionnel. Pourquoi ce choix-là? Alors, quand on arrive en troisième, à un moment donné, il faut choisir. On arrive à un stade où, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Voilà. J'avais fait mon premier stage, quand on devait faire un stage d'une semaine en entreprise. J'étais parti dans une entreprise de menuiserie. Donc ça m'avait beaucoup plu. J'aimais beaucoup vraiment l'idée, la façon de travailler et tout ça. Déjà manuel plutôt. Déjà dans le manuel, voilà. Mais je me suis dit, il manque quelque chose. Et puis après, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé voir ma grand-mère. Mon grand-père était un passionné de jardinage. Il y avait un grand jardin, un grand potager. C'était vraiment un passionné. Et au final, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un truc qui me branche et qui me plaît plutôt assez. Donc c'est pour ça que, en cherchant, et mes parents ne voulaient pas que j'aille en apprentissage. Ils voulaient vraiment que je reste encore dans le... Général. Voilà, on va dire général professionnel, mais pas d'apprentissage. C'était vraiment la règle. Alors, pas grand choix au final. Donc, on allait au Simon-Lazare. Première journée porte ouverte. Et puis là, on s'est dit, je fais le tour, je regarde. Ça me plaisait bien, l'endroit était cool. Je dis pourquoi pas. Puis j'avais 4-5 personnes avec qui j'étais au collège qui ont fait la même chose. Donc, je dis, de un, je me retrouve pas tout seul. Donc, je dis, pourquoi pas, on y va. Alors, les premiers mois se passent. Là, vous rencontrez un peu la technicité les premiers pas, en tout cas. Et là, qu'est-ce qui vous plaît? La différence, en fait, c'est quand vous passez d'un circuit troisième général, ainsi de suite, à un lycée professionnel, le niveau n'est pas le même. On est d'accord sur ça.
Mais par contre, vous avez des cours qui arrivent, qui sont complètement différents. La technique culinaire, la recherche, l'œnologie, les cours de cuisine et tout ça. Et on se rend compte que même si pendant des années, on a des profs qui nous disent qu'on n'est pas super et qu'on n'est pas forcément, entre guillemets, intelligent, bien sûr, on se comprend, on se dit, finalement, je me débrouille plutôt pas trop mal, quoi. Et on a des profs qui sont à l'écoute, tout le monde a le même niveau. Quand on démarre, tout le monde a le même niveau, plus ou moins, à peu de choses près. Et après, c'est l'investissement, et quand on aime vraiment s'investir dans un projet comme la cuisine ou la salle ou l'hôtellerie en général, j'ai commencé vraiment, je me dis, c'est quand même pas mal, on commence à avoir des bonnes notes, et forcément, une chose en entraînant une autre, quand ça va mieux, on s'y intéresse de plus en plus, et puis c'est ce qui a fait un peu boule de neige, donc tout simplement. Donc vous ressortez avec votre diplôme en poche au bout de votre cursus en lycée, et là, c'est un peu le saut dans le vide pour tout le monde. Quand on arrive au bout du lycée, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes embauché tout de suite, vous vous dirigez vers quel établissement? L'avantage qu'il y a, c'est que quand moi j'étais au Simon-Lazare, c'était M. Christian Biache, donc, qui était chef des travaux à l'époque, et il y avait toute une équipe d'enseignants qui était avec lui, avec qui ça se passait très très bien, que je côtoie encore aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, tu vas aller où? Moi je me suis dit, tant qu'à faire, moi j'ai toujours dit, un cuisinier, il faut qu'il passe par Paris. Paris ou par Lyon, comme ça il n'y a pas de dispute. Et je dis, tant qu'à faire, j'aimerais bien le Ritz à Paris. Directement, et puis c'était compliqué parce que voilà, on sort du lycée, il faut trouver un appartement, et pour rentrer dans une brigade comme ça, quand on vient d'un petit village, ils sont quand même assez réticents parce qu'il y a le logement, il y a plein de contraintes qui arrivent. Et puis on a fait une sortie scolaire avec le lycée en fin d'année, et puis on est allé visiter le Ritz, et puis c'est là que j'ai rencontré Michel Roth. Et voilà, je lui ai expliqué, je lui ai dit ce que je voulais faire, que je voulais intégrer sa brigade, et puis de fil en aiguille, 2 mois après, j'étais là-bas. Alors racontez-nous, votre premier jour place Vendôme, comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez tout de suite à votre place dans ce milieu-là? Non, c'est impossible. C'est impossible. Les personnes qui me disent je suis arrivé, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'est pas possible. C'est des menteurs. C'est des menteurs parce que quand on vient d'une ville comme Sarreguemines, quand on arrive dans une ville comme Paris, ruralité, c'est pas la même chose. Donc après, par contre, on est accompagné, on nous abandonne pas. Bien sûr, après, il y a tout ce qui va avec. Je veux dire, mais il fallait trouver l'appartement. Une fois qu'on a trouvé tout ça, je commence à travailler, et puis après ça s'enchaîne. On tombe très très vite dedans parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et quelque chose qu'on maîtrise, au stade où on est bien sûr, mais on arrive vraiment très rapidement à avancer, et puis l'équipe là-bas était vraiment super, et puis je pense qu'à mon niveau, sortir de l'école, entrer directement dans un palace avec Michel Roth qui était de la région, ça m'a tout de suite fait une belle ligne sur le CV. Vous étiez jeune, vous avez bien été accueilli dans les brigades? Il faut jouer un peu faut jouer un peu des coudes, mais je veux dire, après, aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, je veux dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous faire confiance alors que la personne, elle connaît rien de vous, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes venu, parce que vous connaissez Michel Roth, entre autres, que vous n'êtes pas l'élu, au contraire, c'est peut-être même plus compliqué encore, parce que on va dire vous êtes rentré par piston, alors que pas du tout. Pas du tout, je veux dire, on est rentré, je sais qu'on était, le jour où moi je suis arrivé, on était une dizaine à rentrer en même temps, il y en a qui sont restés, il y en a 2 qui sont partis, ça se trouve, il y en a qui y sont encore, tout simplement. Voilà. Après, moi, je sais que l'année que j'ai passée là-bas, au niveau de la cuisine, c'était une année extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Après, c'est la ville qui c'était plus compliqué pour moi. Alors pourquoi, au bout d'1 an, vous quittez ce palace parisien? Alors, je quitte tout simplement ce palace parce que c'est le train, la ville, la mentalité. Je viens quand même de la campagne, Sarreguemines, Alstin, entre autres. C'est les petits villages, tout le monde se connaît, on discute, on passe des belles soirées. Et en fait, Paris, c'est l'inconnu, c'est les gens, ils sont pas chaleureux, je dis pas, il y a des endroits sûrement où ça se passe très très bien, je dis pas le contraire, mais c'était pas pour moi. Donc là, vous faites le choix de revenir de là où vous venez. Et donc, quel choix vous faites à ce moment-là? Alors, quand je suis revenu en fait du Ritz, j'avais besoin de rechercher, je voulais changer autre chose, je voulais apprendre à connaître un peu autre chose, voir différents types de cuisine. Donc j'ai fait un peu de tout, un peu de traditionnel. Et après, je suis parti en saison aussi. Donc j'ai fait quelques saisons parce que j'avais envie de voyager. J'aime bien la montagne, j'aime bien ces choses-là. Et au fur et à mesure, à force d'être à gauche, à droite, tester des établissements, et puis j'allais toujours dans un bar qui est près de chez mes parents, où on se retrouvait avec tous les amis, parce qu'à l'époque ça marchait comme ça encore, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Je suis pas si vieux, mais quand même un petit peu. Donc on se retrouvait là-bas et on buvait un verre, et je discutais avec quelqu'un, un jeune que je connais, il me dit il y a à l'auberge Saint-Walfrid, il va ouvrir la brasserie du casino, et il cherche une équipe. Ils n'avaient pas ouvert encore, ils étaient encore en travaux.
Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, je vais postuler pour là-bas, je vais essayer. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré donc, Stéphane Schneider, donc chef. Et je discute avec lui, et puis il me dit, voilà, je cherche quelqu'un. Alors, on parle du casino, on parle de toutes ces petites choses-là. Et il me dit tout simplement, sinon j'ai peut-être une place ici, à l'auberge en attendant. Et il me dit, je vous fais visiter. Donc on a visité, et puis il me dit, vous pouvez commencer donc, en août. Mais par contre, il était très, très carré sur le fait que, d'abord, il voulait que, là où j'étais avant, que je quitte proprement, que j'annonce au patron que j'allais partir, que je parte pas, que je dise pas, au bout de 2 semaines, je m'en vais. Non, c'était pour lui vraiment important de dire que je devais partir propre de là où j'étais pour commencer. Voilà. Donc j'ai commencé là-bas, et puis ça s'est enchaîné, et puis après, le début d'une longue histoire. Justement, cette longue histoire, on va y venir tout de suite dans notre rubrique. On va parler de le concours de votre vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Concours d'une vie, je sais pas, mais c'est celui qui a changé ma vie en tout cas. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'inspiration. Alors derrière moi, il y a une petite vidéo qui va apparaître, quelqu'un qui voulait vous faire passer un petit message, et on en parle juste après. Aujourd'hui à Stuttgart pour le ICA gastronomie, c'est ça ? Voilà, et en fait, j'ai rencontré cette super équipe que, à mon avis, tu te souviens bien de qui sont tous ces pépites. Et bien en fait, ils avaient envie de te faire une petite surprise et dire quelques petits mots sur leur rencontre avec toi et puis surtout avec leur expérience grâce à toi à leur au Bocuse d'Or. Voilà, très bien. Voilà. Moi j'ai plein d'anecdotes, mais on en reparlera, n'est-ce pas? Allez, alors aujourd'hui on s'est retrouvés tous pour les Culinary World Cup, pour les Olympiades culinaires à Stuttgart, et puis on tenait aussi à remercier Mathieu, à tous nos coachings, voilà, toutes les personnes qui sont autour, toute l'équipe, c'est tout un staff, c'est beaucoup de travail. Et Mathieu de son côté il a mis sa petite touche parce qu'un soir en début d'année je l'ai appelé, je dis voilà on a un petit souci, j'ai envie que tu me dépannes sur une recette. Et t'as répondu pour moi, c'était top, et pour toute l'équipe. Et aujourd'hui, ça a payé parce qu'on a ramené la médaille d'or. Merci Mathieu. Bon, c'était des journées vraiment chargées pour l'équipe. Est-ce que ces visages vous parlent? Dites-nous un peu ce que c'est. Et puis l'effervescence de ces concours. Effectivement, voilà. Je veux dire, après, quand on fait des concours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre dans une sphère, dans une spirale qui fait qu'on reste connecté tout le temps à ça. Et effectivement, ouais, je sais qu'il coinçait sur une recette, et donc ils m'appellent tous au fur et à mesure, les uns comme les autres. Et en discutant, il me dit j'aimerais faire ça et ça. Je dis tu fais faux. C'est pas comme ça. Il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Après, je leur dis toujours, je veux dire, c'est comme ça que moi je le ferai, de ce que j'ai vécu, des parcours et de tous les concours que j'ai pu faire, ou des jeunes que j'ai pu entraîner pour faire les concours. Après, on dit toujours qu'il n'y a pas de règles dans un concours, mais c'est pas vrai en fait. Il y a toujours des petites choses qui payent plus que d'autres. Le visuel, c'est quand même très important. Le gustatif, ça l'est encore plus, on est d'accord. Mais en fait, quand le plat il arrive et qu'il est joli, et en plus quand on le mange et qu'il est bon, c'est gagné. Après, ça joue sur 1, 2, 3, la place après c'est au gars de faire la diff. Mais là, ouais, c'est vrai que c'était sur une volaille, il avait un petit souci, puis je lui ai donné 2-3 petits trucs. Quoi. Justement, on va parler des critères du concours qui vous concerne, le Bocuse d'Or. Donc vous vous lancez en 2017. Alors déjà, pourquoi vous dirigez vers ce concours-là? Pourquoi? Parce que y a plein de choses. Donc j'ai toujours été passionné par ça. J'ai fait mes premiers concours. J'étais aussi Mont-Lazare encore. J'ai été par Pascal, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui m'a lancé dans les concours. Il m'a dit voilà, Mathieu fais ça. Et puis après une chose en entraînant une autre. Je suis parti sur le concours du Bocuse d'Or, en sachant que j'en ai fait d'autres avant. Et tout simplement parce que quand j'étais au lycée, j'avais rencontré donc Michel Rode, j'ai rencontré des chefs, et on les voit, on est impressionnés, on se dit ils ont fait ça. C'était synonyme d'excellence pour vous de rentrer dans ces concours-là? Carrément. Je me suis dit, je suivais le Bocuse d'Or depuis des années, et je me suis dit jamais. C'est un moment où, en fait, si chef, donc Stéphane Schneider, s'il ne me propose pas de le faire, je ne pense pas que de moi-même j'y serais allé. Je n'y serais pas allé parce que je me serais dit, non, mais à un moment donné, c'est le concours d'élite, c'est des gens qui travaillent à Paris, c'est des gens de Lyon, c'est des gens. Mais quand ils ont annoncé Sarreguemines, que j'avais gagné la sélection France, je pense que tout le monde, il y a des gens, ils ont dû se retourner dans leur tombe. C'est pas possible. C'est où Sarreguemines, pour commencer. Les premiers, c'est vraiment incroyable. Et puis, mais ça arrivait tellement bêtement parce que
je m'étais blessé, je m'étais coupé dans la main, j'étais en arrêt, j'avais ramené la feuille d'arrêt à chef, je lui ai dit comme quoi je revenais rapidement, que 2-3 jours j'étais là, le temps que ça cicatrise. Et chef, en discutant, il me dit, il voit dans le journal, je ne sais plus si c'était l'hôtellerie ou autre chose, il me dit, il y a le concours, il y a les inscriptions pour le Bocuse d'Or qui sont ouvertes. Je dis, ah ouais, bah oui, tout de suite. C'est lui qui me le propose, hein. C'est lui qui me dit, voilà, on pourrait faire ça. J'avais fait le Tétinger, j'en ai fait d'autres avant. Et il me dit, on pourrait essayer celui-là. Parce qu'il il savait très bien que j'aimais ça, que pour moi c'était un échappatoire en fait au quotidien de la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on dit que la cuisine ça change, c'est un autre métier, mais au final on se lève tous les matins, on fait à manger, ainsi de suite. Voilà. C'est assez répétitif tout en ayant des touches de. Voilà. Et donc on parle du Bocuse d'Or, voilà, et tout simplement je dis avec grand plaisir. Donc ça commence en 2015, la première fois que j'y vais. Voilà, on fait le concours du Bocuse d'Or. Ça se passe comme ça se passe. On finit 3e à la sélection française. Donc très bien, très content. Hein, je veux dire, c'est quand même un gros concours. On rentre, tout le monde est content, comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Hein. Et parce que le petit gars de Sarreguemines, et voilà, mais c'est un vrai travail. Hein. Il y a pas. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est Mathieu Otto qui a fait le Bocuse d'Or, mais je dis c'est pas Mathieu Otto, hein, c'est Virginie Abou, Stéphane Schneider et toute l'équipe qu'il y a derrière. Il y avait Jordan, il y avait voilà, c'est tous les gens qui m'ont suivi depuis le début et tous ceux que j'oublie de citer, mais il y en a tellement qui m'ont accompagné dans cette compétition. Et donc en 2015, je finis 3e, frustré, content mais frustré en même temps. Et je sors de là-bas et je dis à chef, je pense que je sais. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Je dis, est-ce que je peux le refaire encore une fois? Parce que je lui demande, hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'il faut être rémunéré, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. C'est facile de dire, moi j'ai fait concours, je bosse pas à côté. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vous bossez, vous faites... ça se prépare en parallèle. Ah oui, ouais. C'est du sacrifice. Hein. C'est l'après-midi, je reste pour faire ça. Alors bien sûr, à la fin, quand vous êtes sur ce qu'on appelle les blancs, donc ce sont des entraînements complets, là, je travaillais moins. Mais je veux dire, mais sinon, tous les essais, c'était l'après-midi, c'était le soir, c'était le matin, on venait plus tôt, on part plus tard. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et donc après 2015, quand je fais la sélection française, donc on finit 3e, je dis à chef, il dit ok, on y retourne encore une fois. Il dit on fait encore une fois, Mathieu. Okay. Et entre-temps, je me dis je vais en faire d'autres, pour garder la main, apprendre, découvrir des techniques, découvrir autre chose. Et puis on en fait un, je finis 2e, et puis j'en fais un tout de suite après, donc quelques mois après. Et là, c'est le trophée Henri que j'ai remporté. Et là, ça a été en fait après c'est l'engrenage. On a trouvé le système, comment faire, ce qu'il fallait faire, comment s'organiser. Et après, ça a été un enchaînement au niveau de l'auberge. Ça a été, je suis allé à la sélection française donc, du Bocuse d'Or en 2017, que j'ai remporté. Mais en parallèle, on avait trouvé le concept. On avait vraiment, l'auberge, on a acheté du matériel en fait. On a du matériel que pour les concours. Donc on a les jeunes, ils ont commencé à gagner tous les concours, les meilleurs apprentis de Moselle, les concours Kikoman, et voilà. Et du moment qu'on avait trouvé la formule, après ça a déroulé tout seul, quoi. Alors racontez-nous un peu l'effervescence de ce concours-là quand on arrive à surtout votre qualification Europe à Turin, travailler sous stress, donc c'est 2 plats à envoyer pour la sélection Europe. Vous avez toute une équipe autour de vous. Dans quelles conditions vous êtes quand vous arrivez et qu'est-ce que vous vous dites? Vous allez pour la gagne, j'imagine? Ah oui, bien sûr. La première place? Déjà, il faut savoir que quand vous gagnez la sélection française, ça va très très vite. Il y a tout qui s'enchaîne. Vous devez monter à Paris, on vous dit vous entraînez là, ça va être comme ça, il faut trouver un coach, Voilà, donc après, c'est là que j'ai rencontré Romuald Fasnet, qui a été mon coach pour du Bocuse d'Or, et Johan Chapuis, donc deux personnes extraordinaires, mais il y en avait tellement, il y avait Benjamin Pâtissier, il y avait Christian Ney, Jérôme Nutil, que des belles rencontres que j'ai pu faire au jour d'aujourd'hui. Et tout ça, l'équipe se forme, on apprend à se connaître. Donc Turin, c'est des chefs, il faut quand même savoir que j'ai 6 mois. En 6 mois, je connais personne, quoi. J'arrive, c'est des chefs que pour moi, je les vois à la télé, on parle d'eux, je les vois sur les concours, je vois toutes ces choses-là. Et là, du jour au lendemain, ils font partie de mon équipe, quoi. Je veux dire, beaucoup de chance. Et après, en même temps, il y a François Adamski, Michel Roth. Il y en a tellement qui viennent et l'équipe se forme. Et l'équipe était top. Sur le papier, on était top. Par contre, après, voilà, les moyens n'étaient pas à la hauteur. Voilà, c'est ces petites choses qui aujourd'hui ont évolué, bien sûr, parce qu'il y a une réelle prise de conscience au niveau de l'équipe de France. Il y a des choses qui ont changé, ils mettent les moyens qu'il faut aujourd'hui pour gagner. Et après ça reste une compétition, quoi. Donc qu'est-ce que vous envoyez comme plat à Turin en 2017 ? Alors en entrée, c'était une entrée qui était à base c'était l'œuf et le castelmagno. Donc c'est un fromage italien. Et le plat principal, c'était du filet de bœuf, en fait, tout simplement. Et le résultat de ce concours ? Alors, ce résultat, donc là, on finit 5e au niveau européen. Et c'était les 10 premiers, en fait, qui sont sélectionnés pour partir au final mondial. Donc là, joie extrême.
Tous vos proches sont là, j'imagine. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Une déception de votre Une part. déception, oui et non. Une déception, demi-déception. Parce qu'on ne gagne pas, forcément on est déçu parce qu'on s'entraîne des mois. Après on ne se connaissait peut-être pas assez au niveau de l'équipe. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû chercher, se comprendre, savoir comment travailler. Et au final, après, ouais, je suis content parce que je vois ma femme, mes filles que je n'ai pas vues depuis 8 semaines, 10 semaines, quelque chose comme ça. Parce que voilà, sur Paris c'est compliqué, on ne va pas faire de l'aller-retour tout le temps vu qu'on s'entraîne. Et ouais, donc il y a de la joie, il y a de la tristesse, mais en même temps on est qualifié, c'est ce qu'on voulait. On voulait aller au monde, c'est une autre compétition, c'est pas pareil. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'était pas mal. Et quelques mots alors sur la compétition à Lyon, du Bocuse d'Or Monde, 24 des meilleurs chefs de la planète qui se retrouvent sur cet événement. Comment ça se passe pour vous? Alors, déjà, on finit 6e au niveau mondial avec le prix quand même de la meilleure entrée. Donc, voilà, donc ça, on était vraiment content là-dessus. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré être sur le podium parmi les 3 premiers. Après, voilà, c'est une compétition comme une autre. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Il y a des jours comme ça et il faut accepter sa place. Après, il faut en tirer le positif. C'est ce que je dis toujours. Je dis sur le moment, c'est sûr qu'on était déçus, on était tristes. On cherche un coupable. On cherche un coupable, on se dit pourquoi, on va dire, alors il y en a qui vont dire c'est les pays du Nord, c'est machin, c'est eux, c'est des magouilles. Ouais, mais bon après à un moment donné, il y en a d'autres qui sont passés après moi, qui ont réussi à gagner, donc ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, on n'a peut-être pas fait les bons choix, peut-être pas au bon moment, on n'avait peut-être pas la bonne structure. Voilà, je pense que c'est pas juste une prestation qui est notée, c'est un ensemble de choses qui font que le résultat a été le suivant. On va essayer de savoir vers quoi cette expérience vous a amené par la suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'actualité. Alors en 2022, vous écrivez et vous coéditez un livre avec le coach sportif Pierre Crémer. Et donc j'imagine que ça s'inscrit dans d'autres projets. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement ces qualifications au Bocuse d'Or? Alors, ça amène beaucoup de choses, mais même trop de choses. En fait, après, vous vous égarez. J'ai mis 2-3 ans à vraiment comprendre ce que je devais faire, comment, avec qui. Voilà. Au début, ce qu'il faut savoir, quand le Bocuse d'Or est fini, je veux dire, suivant la place, ça change beaucoup de choses aussi. Si vous gagnez, c'est un autre engrenage. Mais j'ai eu des retours, des gens, des partenariats, des gens qui veulent faire. Tout le monde veut faire plein de choses. Le problème, c'est on essaye, on échange. Donc j'ai fait le livre, effectivement, avec Pierre. C'était un petit bout parce que lui, il voulait faire un truc sympa. Voilà, c'était dans l'esprit des saisons, c'est ce qu'on aimait, le bien manger, voilà. Et après, il y a eu plein d'offres, mais je veux dire, ce qui est compliqué, c'est de savoir quelle est la bonne offre, quelle est la mauvaise offre. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, voilà, on a un projet, on veut faire ça, on veut faire ça. On vous montre le lieu, on vous montre des plans, on vous montre plein de choses. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit, pourquoi j'y arriverai pas? Je dis, on y va, quoi. On y va, on participe, on essaie de monter le projet avec. Et puis on se rend compte qu'en fait, les gens, ils ont juste pas utilisé, parce que c'est pas le bon mot, mais ils ont essayé de sauver les meubles, ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Et puis moi, j'ai trouvé mon compte aussi. Je veux dire, je me suis dit, c'est un beau projet, on y va, on participe. Donc il y a des petits projets à gauche, à droite, et puis ça se fait pas, ça se concrétise pas. Mais c'est pas grave. Mais vous montez votre projet. C'est ça. Et après, vous vous retrouvez à ce moment-là. Tout simplement. Et après, on se dit, je vais plutôt partir sur ça. On apprend, on rencontre des personnes extraordinaires. Je veux dire, c'est des gens qui sont devenus des amis, qui m'entourent aujourd'hui et qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Des gens qu'aujourd'hui on se dit il faut un comptable, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui m'accompagnent, avec qui parce que comme il y a quelqu'un d'assez vrai, ça va assez vite. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive sur des projets plus concrets et plus précis. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette société de traiteurs qui est installée à Metz? Alors, c'est vrai qu'on cherchait un lieu donc avec Alexandre Etienne, qui est mon associé, qui a d'autres établissements. Et on s'est dit, on a eu une opportunité, traiteur, anciennement traiteur François, qui cherchait un repreneur, avec toute l'équipe. Ça, c'est important quand même, il faut le savoir. Je veux dire, le personnel qui était dedans, il voulait pas l'abandonner, donc ça a été quelqu'un qui était très correct. Ils ont vraiment fait en sorte que le personnel soit conservé. Donc nous on a dit ok, il n'y a pas de souci. On commence. Après chacun fait sa vie. Il y en a qui s'appelaient, d'autres qui s'appelaient pas. Les chemins se séparent et tout. Donc ça fait partie de la vie. Mais on s'est dit pourquoi pas. Et c'est une cuisine qui est différente. C'est pas, il n'y a pas le côté pression qu'il y a dans un service. C'est plus personnel en fait. Je veux dire, nous ce qu'on apprécie beaucoup, c'est d'aller chez les gens.
voilà, faire des prestations, des anniversaires. Ils ont leur propre cuisinier, on s'occupe de tout. Donc on vient avec le matériel, on fait les recettes, on cuisine chez eux. Ça fait un petit cook show, un petit truc intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris Magira, d'avoir créé Magira avec Alexandre, ça a été quelque chose de différent, mais c'est aussi quelque chose qui est complètement à nous. Donc on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut, mais prendre les décisions qu'on veut. Et on ne peut pas dire c'est à cause de lui ou à cause de lui que ça ne fonctionne pas. Si ça ne marche pas, ça sera à cause de nous. Mais on fait tout pour que ça fonctionne. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences. Et on arrive à la question la plus courte, mais la plus difficile de notre émission. Et c'est tout de suite. Alors, on a un peu retracé toutes ces expériences. Mais alors, comment vous imaginez-vous dans 15-20 ans? Alors là, 15-20 ans, c'est presque retraite, ça, non? Pas encore? Ah mince. Non, je pensais, mais non. Alors c'est vrai qu'il y a, malgré que j'ai pris la maison, donc Magira, en tant que traiteur, je pense que le côté service manque un tout petit peu, parce que quand on a baigné dedans depuis toujours, je veux dire, j'aime ça. J'aime ce côté nocturne où après, quand on a fini, vers 10h, on rentre, une vraie vie, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Maintenant, après, oui, effectivement, on a des projets avec M. Auer qui a repris l'hôpital du Parc à Sarreguemines. Donc, de faire un établissement, c'est en projet, c'est en cours, on travaille dessus. Voilà. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de projet qui m'intéresse, où je peux vraiment faire découvrir ma vraie cuisine et mon vrai savoir-faire au niveau des gens. Et puis, Sarreguemines, c'est une ville que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Hotto, d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine.